Bonjour toi. Je te rejoins aujourd'hui avec le jeu le plus macabre de toute ma collection. C'est le Somnia Tarot. Et comme tu vas sans doute pouvoir le voir, les images de ce jeu sont comme issues d'un film d'horreur. Je te montre le premier aperçu que j'ai eu de ce jeu et la première fois où j'ai franchement frissonné avec ce jeu-là. J'avais regardé la carte de la mort, tout simplement, parce que c'est une carte en général qui m'intéresse dans les jeux de tarot. Donc je te montre la carte de la mort. Ressemble pas mal à une carte de la mort classique avec ce chevalier qui va vers la droite, etc. Le symbole de la rose. Et voilà, qui était assez macabre en soi. Et après, je prends l'image de la boîte et c'est l'image de la mort, mais sans le drapeau. Et cette fois, qui me regarde de face. Et ça fait en mode oh mon dieu! Donc voilà pour déjà bonne entrée en matière sur l'aspect hyper macabre de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est composé de photos qui ont été réalisées à partir de bricolages, vraiment, qui ont été faits par avance. C'est vraiment une mise en scène soignée qui est présentée ici. Je te recommande l'Instagram du créateur Nicolas Bruno parce qu'il montre en fait comment il a réalisé ces diverses mises en scène. C'est franchement super intéressant. Pour ma part, j'ai obtenu ce jeu auprès du Roi de Coupe, qui est maintenant devenu le Salon des Arcanes. C'est une boutique en ligne de jeux indépendants que je te recommande. Je vais te mettre le lien en dessous. Mais donc voilà, c'est là que moi j'ai eu ce jeu-là. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs. En général, vous me demandez toujours où trouver les jeux et souvent, je n'en sais absolument rien. Il faut essayer en général d'aller voir le site des auteurs et puis simplement faire des recherches en ligne. Je te montre juste un petit peu la boîte. Donc la boîte, elle est cartonnée. Franchement, elle est d'un format assez réduit. Elle est hyper pratique et hyper solide. Donc j'aime bien la boîte. Il y a un petit livret, un petit ruban qui est livré avec. J'aime bien ce genre de choses. Et après, il y a le livret qui est honnêtement hyper succinct. Ce sont quasiment uniquement que des listes de mots-clés. C'est tout. Il n'y a pas des angles de tirage. Donc c'est un jeu qui n'est que en anglais. Mais si tu vois, si t'es vraiment pas à l'aise avec l'anglais, tu t'en sortiras parce que très honnêtement, je pense pas que tu vas te servir plus que ça du livret. Si tu as un autre livret type tarot à côté, ça ira très bien. Donc ne te sens pas restreinte par, par ta non-anglophonie. Au niveau de la qualité des cartes, franchement, on est sur... c'est quand même assez épais. Franchement, c'est une bonne qualité de carte. Elle glisse extrêmement bien. Je te montre ça. Hop. Tu vois, tu peux les étaler très facilement, elles agrippent pas, tu peux retrouver facilement une carte dedans. Donc franchement, au niveau qualité, c'est vraiment un de mes types de qualité de jeu préférés. La grandeur, c'est taille moyenne aussi, donc on n'est pas sur un format mini, mais on n'est pas sur un format qui est compliqué à mélanger non plus. Donc à qui est-ce que je recommande ce jeu? Alors honnêtement, l'imagerie, comme tu le vois, est quand même très particulière, mais ça reste quand même très proche de la tradition Rider-Waite-Smith. Donc j'avais envie de dire, parce que c'est quand même particulier, hein, j'avais envie de dire que c'était pas forcément pour les débutants, parce que l'atmosphère, quoi. Et que peut-être qu'un débutant a besoin de se faire la main sur des jeux plus classiques. Mais en fait, je remarque que beaucoup de débutants se font la main sur des jeux vraiment plus classiques, là pour le coup, le Rider-Waite-Smith classique ou bien des jeux très approchants, mais les débutants achètent en parallèle souvent des jeux qui sont très positifs, alors que souvent, je trouve que les jeux très positifs sont un peu plus compliqués à lire parce qu'ils n'englobent pas toutes les expériences toutes les expériences possibles à vivre. Je te montre juste le Goût de Tarot, qui est un jeu qui est souvent acheté par les débutants. Voilà le Goût de Tarot. En français, c'est Tarot de la bienveillance. Pour moi, j'aime beaucoup ce jeu, hein, mais c'est un jeu hyper positif, très coloré. Mais pour moi, tu vois, ça le rend pas plus facile à lire. Et il se détache peut-être un peu plus de la tradition que les jeux soit classiques, soit carrément morbides. Donc si toi t'es plus intéressé par les univers un peu morbides, et que les trucs hyper jolis, hyper féeriques ne t'attirent pas spécialement, oui, il est possible de commencer à la fois avec des tarots classiques, plus un tarot peut-être un peu morbide, un peu sombre, comme l'est le Somnia Tarot. Donc voilà, si toi, tu as une petite tendance gothique peut-être que tu aimes bien, tu vois, ce qui est plus sombre, plus noir,
Peut-être que toi, tu as vraiment une attirance très forte pour le travail de l'ombre, alors c'est le jeu parfait, en complément sans doute de jeux plus classiques et simplement plus neutres. C'est pas parce que tu es débutant qu'on doit te mettre dans du coton avec le tarot des fées enchantées qui vont bien et qui ne pensent qu'au bonheur, ok? Et je le répète, même si le jeu est présenté en anglais, tu n'as absolument pas besoin de savoir parler anglais pour manipuler ce jeu-là. Alors moi, comment je l'emploie et aussi simplement pourquoi je l'ai acheté, je voulais un jeu honnêtement franchement lugubre et il fait le job en tant que jeu franchement lugubre. Par contre, bizarrement, quand on l'emploie en tirage, j'obtiens souvent des résultats super doux, des réponses super empathiques. Et c'est limite un jeu refuge quand vous allez mal. Je trouve que c'est un jeu qui nous prend en charge et qui prend soin de nous. Donc, je pense que quand on est un peu d'humeur noire, quand on sait, par exemple, qu'on a des sujets lourds à travailler, c'est comme si on se sentait compris par ce jeu, et donc ça apporte plus de douceur dans l'ensemble. Le truc qui choque le plus les gens, et qui m'avait moi aussi le plus choqué d'emblée, c'est que les personnages sont cagoulés, c'est que les personnages ne voient pas. On ne voit pas de visage dans ce jeu. Et en fait, ça donne une impression un peu d'étouffement. Ça fait très très film d'horreur pour le coup. Tiens, un visage non cagoulé. Mais tu vois, ça met d'emblée mal à l'aise. Si t'es pas à l'aise avec ça, avec ce fait de personnage cagoulé, et honnêtement, moi, c'est un pas que j'ai dû franchir, ne prends pas ce jeu parce que c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être très, très, très dérangeant. Donc, comment est-ce que je vais te présenter ce jeu? Je vais te montrer les cartes une à une, hein, en te disant parfois ce que j'en pense. Je vais d'abord te présenter les arcanes majeures. Tu vois, ça va être hop, 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 les majeures. Ensuite, je te montrerai un peu les 4 races. Ensuite, on passera à toutes les cartes qui sont numérotées. Et tout à la fin, on parlera des personnages de la cour. Et avant ça, je dois te dire quelque chose au niveau de mon actualité. Hey! Tu sais, il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui ont le souhait des fois un peu caché, honnêtement, de faire de la spiritualité leur métier. Et elles sont déchirées entre la peur qu'on ne les remarque pas quand elles vont parler de leur art spirituel, tu vois, et en même temps, trop déchirées entre la peur qu'on ne les remarque pas et la peur d'être vues. Et si tu es dans ce cas-là, tu vois, souvent tu as une idée de quoi faire en gros, mais c'est quand même le grand bazar. Et il y a ce truc d'être super tétanisé à l'idée de faire le premier pas, comme si ça allait représenter une énorme montagne qu'on doit faire tout d'un coup. Tu vois, il y a ce truc de comment tu te lances, comment tu fais la première action. Moi, je crois qu'il va avant tout falloir mettre de la clarté dans tout ça. C'est-à-dire définir précisément ce que tu veux vendre, parce qu'il y a des chances que ce soit pas encore clair, ni pour toi, ni pour les personnes à qui tu t'adresses. C'est fluidifier tout le processus avec ta clientèle, tu vois, à partir du moment où ils font ta connaissance jusqu'au moment où ils vont vraiment acheter quelque chose de ta part, et aussi mettre en place une communication efficace, c'est-à-dire parler et que les gens en face t'écoutent, que ça ne tombe pas à chaque fois complètement à plat. Donc si tu veux faire de la spiritualité ton métier, pour que ta vie professionnelle trouve enfin du sens, il va falloir quelque part, tu vas prendre les personnes par la main pour les amener jusqu'à tes services. Moi, ces temps-ci, là, j'ai confectionné une formation, une toute nouvelle formation qui est en promo jusqu'à la fin de la semaine et qui s'appelle Visibilité. Visibilité, c'est un chemin en 3 grandes étapes, balisées, pour enfin oser être visible sur le net et effacer sa peur de se montrer dans ce qu'on fait de mieux. Donc c'est en promo jusqu'au 12 mai seulement, c'est à moins 40% jusqu'au 12 mai seulement. Donc je te dis un petit peu ce à quoi tu auras accès en prenant ce cours visibilité. Donc c'est déjà un parcours en 3 étapes simples, comme je t'ai dit. Il y aura 3 grandes étapes pour confectionner ton offre et la rendre visible. Et du coup, comme je te l'ai dit, c'est un peu articulé autour de la définition de ton service. En gros, qu'est-ce que toi tu offres aux gens? Ça va être ton processus de vente, tu vois, les étapes de quand on te voit sur les réseaux jusqu'à ce qu'on achète chez toi et ta communication sur les réseaux sociaux. Je vais t'offrir dans la formation des modèles de texte à reproduire à ta sauce à toi. Tu vois, parce que souvent, tu sais jamais quoi dire ou quoi écrire ou comment l'écrire. Et du coup, pour tout ton contenu en ligne, je vais te donner des fiches pour faciliter ton processus d'écriture. Je donne aussi justement des fiches techniques
Tu vois, tu as souvent peur de te tromper dans une étape ou d'oublier quelque chose. Et en fait, j'ai réalisé ces fiches vraiment sous forme de bullet points pour que tu n'oublies plus rien, pour que tu saches absolument quelles sont les petites étapes à travers lesquelles tu dois passer. Tu vas pouvoir ne rien oublier et tu vas pouvoir passer beaucoup plus facilement à l'action. Et donc, tu peux prendre la formation tout de suite à moins 40% si tu le souhaites. Il y a des bonus qui sont également inclus dans cette formation, dont des libérations énergétiques autour du fait de gagner de l'argent notamment, et surtout une garantie. Ma garantie, c'est soit ça marche, soit je vais te rembourser 2 fois la somme que tu as investie dans cette formation. Je te laisse découvrir ça au lien en dessous. Je reviens à mon jeu et je vais te présenter les arcanes majeurs pour commencer. On a le fou qui reprend l'archétype d'un personnage qui va se jeter dans le vide. On voit qu'il a emporté un petit bagage, qui saute dans le vide et qu'il a emmené des ciseaux pour pouvoir couper la corde. Le magicien, avec les 4 outils qui le représentent, et qui est prêt à s'élever également. Ça a été sympa, je trouve, de le représenter de dos, en train d'évoluer, comme si on allait le suivre en fin de compte. La grande prêtresse, là aussi, elle a le livre, elle a la grenade, elle a les 2 piliers noirs et blancs. Donc tu vois, on retrouve facilement l'imagerie Rider-Waite-Smith. L'impératrice qui coud. Pour le coup, je la trouve super macabre. Je veux dire, l'eau noire devant, les cheveux dans la figure. C'est voilà, quoi. Mais elle est créatrice tout de même. L'empereur qui a le poids de ses propres responsabilités au-dessus de sa tête. Le pape qui est un peu figé dans son décor. Il y a limite quelque chose de très enraciné, voire en train de décrépir avec ses branchages derrière. C'est un peu royaume endormi, je trouve, pour représenter les institutions qui sont peut-être un peu sclérosées. On a les amants. On a pareil, l'arbre enflammé, l'arbre de vie qui sont représentés. Et le fait de pouvoir là également s'élever à 2. Le chariot, c'est représenté par 2 personnages qui tirent le chariot. La force, elle est magnifique cette force-là. C'est la personne qui arrive à ouvrir un énorme piège à loup, piège à ours, piège à dragon, tout ce que tu veux. J'aime beaucoup cette image-là par contre. Je trouve que c'est vraiment la force d'affronter ce truc-là. L'ermite qui est seul face aux vagues avec sa lampe. La roue de fortune qui est une horloge enflammée. Alors là, pour le coup, j'ai adoré l'image. La justice, et là aussi, j'adore cette image parce qu'en fait, on voit à quel point il est difficile de maintenir un équilibre et de rester droit. On est tiraillé en fait. La justice ici, elle n'est pas vraiment droite. Le pendu. Et pour une fois, normalement le pendu c'est relié au monde de l'eau, mais c'est pas représenté dans le tarot de Rider-Waite-Smith ni celui du tarot de Marseille. Et ici on est bien la tête en bas vers l'eau. La mort que je t'ai déjà montré tout à l'heure. Tempérance qui verse le thé. Elle calme cette image. C'est genre, je me suis habillée en fantôme, j'ai voulu te faire peur, mais bon, je sers le thé quoi. Je trouve qu'il y a des fois une touche d'humour dans les cartes. Le diable, qui représente bien les liens toxiques, mais dont on peut se défaire, n'est-ce pas? C'est pas des liens très serrés pour le coup. La tour, avoir réussi à grimper sur la plage et être un peu écrasé par sa propre maison en feu. L'étoile, qui arrive à voir de l'autre côté de la colline. La lune, c'est un peu sortir du marécage, enfin. Le soleil, qui est sur la digue, qui peut voir loin lui aussi, et il y a une ambiance victorieuse dans cette carte. Je ne sais pas si tu vois, mais tu vois, au fur et à mesure que je t'ai présenté les cartes, une fois qu'on est habitué à cette ambiance un peu macabre, ces imageries un peu noires, ces visages cagoulés, et tu vois, ça passe, et on arrive à juste lire les cartes de façon assez neutre. Le jugement, il y a une ascension qui se prépare, on est effectivement jugé par des silhouettes noires, ou ce personnage blanc juge les personnes qui s'éveillent de leur cercueil, on ne sait pas trop. En fait, il y a un côté très positif dans le sens, on va vers une élévation, même si c'est un passage compliqué.
Et le truc plus négatif, c'est que je trouve franchement que ça fait un petit peu mise en scène, tu vois, pour une mise à mort. Un bourreau qui est prêt à faire son œuvre. Et enfin le monde, on retrouve cette couronne de laurier normalement, bon elle est un peu décrépite pour le coup, et le fait d'avoir atteint un certain cycle, je la trouve pour le coup extrêmement morbide, cette carte du monde. Alors, les As, je te montre les 4 As, pardon. Alors les As, je te montre les 4 As parce que en fait, je les aime bien ces 4 As, c'est toutes des images assez positives de voilà l'élément en question et on le brandit et on le soulève et on l'enjolive et on le met vraiment en valeur. Et du coup, là, c'est vraiment la mise en valeur de l'élément feu, la montée en puissance. Avec l'As de coupe, c'est vraiment, on a retiré le puits de l'eau et tout d'un coup, l'eau apparaît. Et j'aime bien ça aussi. L'As d'épée, c'est l'apparition de l'épée, l'apparition de l'élément air, la fumée et tout. Et là aussi, l'apparition de l'élément denier, l'élément pièce, avec ce truc qui jaillit tout d'un coup d'un coffre, avec un espoir de prospérité future. Il y a ce truc d'avoir trouvé un trésor ici. Je passe aux cartes numérotées. Alors, tout d'abord, la suite des bâtons. Le 2 de bâton qui voit loin, le 3 de bâton qui va vers ses projets, le 4 de bâton qui est en festivité, voilà, pour autant que ça puisse être festif. Le 5 de bâton, on s'est cassé les pieds à allumer le chandelier et il y a le voisin qui souffle dessus, en plus il a l'air de pleuvoir un petit peu, ça ne va pas du tout, franchement c'est un peu la prise de tête. Le 6 de denier est une carte de victoire. On est arrivé au sommet du monticule rocheux et on tient les bougies allumées au-dessus de sa tête. Le 7 de bâton qui est la carte de se battre seul contre tous. Le 8 de bâton qui est une carte d'action, de vivacité également. Le 9 de bâton qui est une carte de peut-être de déception et de devoir, enfin il y a un truc cassé là-dedans et qu'il va sans doute falloir réparer, ou en tout cas il va falloir tenir bon pour que ça tienne encore ensemble. Et le 10 de bâton qui est une carte de surcharge et d'en avoir trop sur le dos, et du coup de ne pas pouvoir y voir clair. On arrive avec les coupes. Ça c'est une très très jolie image je trouve, de partenariat, d'amour et de soutien mutuel avec ce 2 de coupe. Le 3 de coupe est une carte de convivialité, de faire une action ensemble. Le 4 de coupe est une carte de solitude et clairement de porter le poids de la solitude. Le 5 de coupe est une carte de désespoir, de ne pas arriver à voir les choses en positif. Le 6 de coupe est une carte de jeu, d'enfance, de retour aux sources. Le 7 de coupe est une carte de distraction et de pluralité des opportunités. Le 8 est une carte de quitter quelque chose qui ne pouvait plus marcher pour nous. Le 9 de coupe, on voit très nettement que c'est une carte d'abondance, peut-être de satisfaction, peut-être aussi de trop-plein. On n'a pas besoin normalement de toute cette eau, de tous ces tonneaux. Et enfin, le 10 de coupe, qui est une carte à la fois de réciprocité, je veux dire, ces seaux se nourrissent les uns les autres, d'abondance, de joie aussi, parce que je la trouve assez rigolote comme carte à regarder. J'arrive aux épées. Le 2 d'épée, tu vois, ça reprend très très nettement l'imagerie classique Rider-Waite-Smith avec cette femme qui porte 2 épées, qui se retrouve peut-être coincée, peut-être que ça représente une impasse, peut-être que ça représente 2 choix possibles. Le 3 d'épée qui représente le fait de se sentir blessé. Le 4 d'épée, c'est le repos forcé. Le 5 d'épée, c'est le fait de vouloir atteindre une certaine victoire, d'en être empêché, et du coup ça va représenter soit la victoire, soit la défaite. Le 6 d'épée, alors le 6 d'épée me fait vraiment triper, quoi, parce que normalement c'est une carte de départ, et de laisser derrière soi des choses qui n'allaient plus, ou peut-être de fuir, tu vois. Et là c'est vraiment une carte de, bon ça y est les mecs là, on a enterré tout le monde, on peut y aller pépouze. Donc elle me fait rire, honnêtement. Le 7 d'épée, c'est une carte de vol, d'emmener toutes les épées avec soi et le trésor avec soi accessoirement. Le 8 d'épée est une carte d'emprisonnement, les pieds dans la boue, sans se rendre compte qu'en fait on peut facilement en sortir. Le 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar, de harcèlement, de soucis mentaux également.
Et enfin, le 10 d'épée est une carte de se sentir victime, de se sentir à terre, d'avoir l'impression de ne plus pouvoir sortir d'un certain système, alors qu'en fait, on a peut-être atteint un cycle, peut-être qu'on en est sorti justement de toute cette mouise et que le soleil se lève à nouveau. Et je passe à la suite des deniers. Le 2 de denier représente l'équilibre fragile qu'on a entre diverses tâches, diverses activités ou dans la vie en général. Le 3 de denier est une carte de collaboration, elle est très jolie. Tu verras que les cartes de denier en général sont des cartes plus verdoyantes. Du coup, il y a une touche peut-être plus colorée dans ces cartes-là. Et ce sont aussi en général des cartes qui sont assez positives. Donc, construction commune. Le 4 de denier, c'est enterrer son trésor comme un chien enterre son os au cas où. Le 5 de denier parle effectivement de pauvreté et de ne pas voir en fait les pièces qui sont là juste pour nous. Le 6 de denier est une carte d'offrande ou de générosité, ou de plaider sa cause peut-être même. Le 7 de denier est une carte du résultat atteint et de chercher d'autres choses à faire ensuite. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Pour moi, c'est vraiment une carte de questionnement, ce 7 de denier. Le 8 de denier est une carte de travail et d'apprentissage. Le 9 de denier est une carte d'abondance, de légèreté et d'avoir pu bien s'habiller et d'avoir des fleurs. Le 10 de denier est une carte de trésor familial. Je trouve que ça évoque bien ça ici. Je passe ensuite aux personnages de la cour. Alors, les personnages de la cour des bâtons, c'est assez rigolo parce que oui, ils sont cagoulés, mais tous étant représentants de l'élément feu, ils portent en lieu et place de leur nez ou de leur visage un espèce de chandelier. En fait, ils portent sur leur visage l'élément feu. Donc ça donne une impression très bizarre, mais en fin de compte, c'est peut-être les personnages les plus inspirés et ceux qui ont le plus envie d'agir. Donc, page de bâton, qui remplit des contrats, enfin, c'est pas ce qu'il fait. Le chevalier de bâton, qui avance avec tout son feu. La reine de bâton, pour le coup, c'est limite, je trouve que c'est très passionné parce que tout est bousculé par le vent, en fait. Et le roi de bâton, qui est peut-être plus un guide, qui va peut-être plus être celui auprès de qui on vient demander de l'aide. Ensuite, pour les personnages des coupes, ils sont tous en train de renverser des seaux, là. Ils sont tous en train de donner leur eau. On a le page de coupe, qui est à fond immergé. Là, il est prêt pour aller sous l'eau. Le chevalier de coupe. La reine de coupe, qui nourrit des fleurs. Et le roi de coupe, qui est une des images qui me dérange le plus dans ce jeu, parce que ok, c'est un filet d'eau, mais ça le fait ressembler pour le coup à un pendu ou à un condamné à être pendu. Il est complètement immergé lui aussi dans l'eau, il y a même des seaux qui flottent à côté de lui. Les personnages des épées sont les visionnaires. Alors, lui, le page d'épée, il voit loin. Le chevalier d'épée, c'est comme s'il allait parler, c'est comme s'il allait porter la parole. C'est vraiment le messager, je trouve. La reine d'épée donne des solutions. Le roi d'épée est là aussi prêt à équilibrer les choses. C'est comme s'il y avait une balance au-dessus de lui. C'est le roi justicier, c'est le roi équilibrant. Là aussi, tu vois, il y a deux possibilités qui sont offertes et il va falloir trancher. Et enfin, les personnages de denier, comme je l'ai dit, il y a une touche plus verte, il y a une touche plus positive, je trouve, dans les cartes de denier de ce jeu. Le page de denier qui découvre un trésor. Le chevalier de denier qui apporte un trésor. La reine de denier qui tient le trésor et qui est prête à le partager. Et le roi de denier qui va sans doute, qui accumule là pour le coup, et qui va peut-être nous apprendre à construire notre trésor. J'en ai fini avec ce jeu. Je l'avais mis en ordre pour toi, tu vois. Et tu vas voir, je vais pouvoir le mélanger maintenant. J'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. N'hésite pas à me faire un retour. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre point de vue sur les jeux. Savoir aussi si c'est trop lugubre pour toi, pas trop lugubre pour toi. Si tu es intéressé par la formation visibilité, c'est en lien en dessous tout simplement. J'espère que tu vas passer une super belle journée. Je t'embrasse bien fort et le tarot peut changer ta vie.